Bonjour et bienvenue sur 13e mois, le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines pour échanger en toute sincérité autour de ses expériences et des solutions qu'il a mises en place. Je partage aussi avec vous des retours d'expérience, mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Dans cet épisode, je reçois Jean-Baptiste Thilloy, DRH de Sushi Shop. On va se retrouver avec Jean-Baptiste dans son canapé au moment où il apprend la fermeture de tous les points de vente lors du premier confinement. On va parler des conséquences RH très pratiques qui sont nées depuis le début de la crise Covid en matière de communication RH, de législation sociale, de management. Mais on va aussi aborder le dialogue social et la dynamisation de ce dialogue social depuis le début de la crise Covid. On va regarder également le positif qui est né de cette situation et bien sûr aborder le sacro-saint sujet du télétravail. Il y a un sujet qui me tenait également à cœur, c'est la visibilité de la fonction RH depuis le début de cette situation et on va avoir le regard de Jean-Baptiste sur le rôle prépondérant et très important de la fonction RH depuis maintenant plus de 12 mois. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Jean-Baptiste, DRH de Sushi Shop. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Flaubert. Alors je suis vraiment ravi de t'interviewer aujourd'hui. Alors je vais préciser tout de suite pour nos auditeurs que nous nous connaissons et que j'ai eu le plaisir de travailler avec toi dans mon ancienne vie professionnelle. C'est d'ailleurs aussi ce qui explique que l'on se tutoie. Et comme je souhaite que ce podcast soit le plus transparent possible, je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'on change nos bonnes vieilles habitudes. Donc, on va se tutoyer durant ce podcast. Tu es donc Jean-Baptiste Thilloy, DRH de Sushi Shop, livraison de sushi premium et de corner en grande surface qui compte 160 points de vente quand même dans le monde et ce, dans 13 pays. Revenons sur ton parcours avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Tu as fait des études de droit et obtenu un Master 2. Tu as d'abord travaillé dans le monde de l'automobile, chez Peugeot, comme juriste en droit social, puis chez Renault, comme adjoint responsable relations sociales. C'est d'ailleurs là, si je ne m'abuse, que tu as connu, dans ce milieu de l'automobile, tes premières grèves et tes premiers mouvements sociaux. Tout à fait. Tu ensuite restes dans le milieu de l'automobile, mais tu pivotes un peu puisque tu rentres dans la location de voitures chez Europcar, d'abord comme responsable ressources humaines Île-de-France et Nord-Ouest, puis comme responsable relations sociales et ressources humaines. Et puis tu es entré donc en 2018 chez Sushi Shop comme responsable relations sociales. Tu es passé DRH adjoint et devenu DRH France, poste que tu occupes actuellement. Moi, je t'ai vu à l'œuvre, Jean-Baptiste, et je tiens tout de suite à dire que ce qui m'a toujours impressionné chez toi, c'est ton côté force tranquille. Ce côté, pas de problème, on va gérer. C'est vraiment quelque chose qui te caractérise au quotidien et pourtant, je t'ai connu dans des sujets, des dossiers, des moments pas simples, que ce soit des dossiers individuels, collectifs, managériaux, techniques, stratégiques. Je t'ai vu gérer ces sujets à enjeu, pas évident du tout, et tu as toujours su garder ce calme et cette distance. Alors je voudrais juste commencer notre échange par prendre un peu de hauteur et que tu me dises quel regard tu portes sur ton parcours. Certains de nos auditrices, de nos auditeurs rêvent de devenir DRH, c'est une fonction qui fait rêver. Toi, aujourd'hui, tu es ce DRH. Alors maintenant que tu l'es, quel est ton regard sur ton parcours? Si je devais préciser un peu cette première question, c'est quels ont été les moments charnières importants dans ton apprentissage du métier? Alors, c'est une très bonne question et ça fait un peu la transition avec ce que tu disais tout à l'heure sur ma force tranquille. C'est vraiment un travail au quotidien parce que effectivement, force tranquille, mais finalement, on me connaît peu sous cet angle-là, mais je suis en fait assez je suis un angoissé de façon naturelle. Et après, c'est un vrai travail sur moi. Et alors, pourquoi je dis que ça a un lien avec ta question sur mon parcours? C'est-à-dire que je me suis posé beaucoup de questions à un moment donné. Est-ce que ce métier est vraiment fait pour moi? Parce qu'effectivement, DRH, c'est un métier qui est exposé. Et est-ce que j'en étais capable alors que j'angoisse facilement? Après, ça se voit peut-être pas parce que
C'est un gros travail que j'ai fait sur moi-même et ça fera écho tout à l'heure à un livre que je vous conseillerais de lire. Et pour un moment charnière, si je devais revenir un peu en arrière, j'ai une fois un ancien patron, qui m'a dit « Tu vas avoir un choix maintenant dans ta carrière. Soit tu restes sur l'aspect purement technique, droit, relations sociales, ou alors tu bascules sur un poste de DRH. Mais là, il va falloir que tu fasses du développement, tu seras davantage exposé, il va falloir que tu prennes la parole, etc. » Et c'est vrai que si je m'étais écouté au fond de moi, j'aurais pu utiliser la solution de facilité et de me dire « Allez, je reste sur ce que je sais faire, j'ai fait des études de droit, 5 ans derrière des bancs de fac où il faut apprendre des règles, etc. Je sais que je peux le faire, mais à un moment donné, il faut se donner un petit coup derrière. » Et j'avais quand même envie, parce que pour moi, je prends ça quand même comme une petite réussite personnelle, mais derrière, il y a un travail, d'avoir réussi à faire cette bascule. J'espère que j'ai réussi. En tout cas, aujourd'hui, voilà, je suis sur un poste que j'occupe aujourd'hui, donc de DRH, et effectivement, je me suis quand même mis un petit coup derrière pour être là où j'en suis aujourd'hui. Donc ce que je note et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est déjà aimer cette fonction qui va donc permettre de passer outre un peu quelques barrières, quelques réticences naturelles pour avoir de mon côté connu ce fabuleux métier qu'est le métier de DRH. En effet, il y a un environnement juridique, managérial qui est complexe, parfois lourd, parfois pesant, et que donc il faut vraiment aimer ce métier, aimer ce qu'on contribue à faire avancer au quotidien pour passer outre ce côté, cette anxiété de toutes ces barrières qui sont mises à droite à gauche, j'imagine. Je lis un peu dans tes mots, mais les barrières, ce sont l'inspection du travail, c'est le code du travail, c'est tout ce qui tourne autour de la santé au travail, etc. C'est ça qui génère une anxiété, mais comme tu aimes ce métier, comme tu aimes cette fonction, tu passes outre, et c'est ça le conseil comme ça, là, que tu pourrais donner à celui qui veut se lancer dans le monde des RH, avec peut-être, tu le disais, un dernier point sur le côté avoir une vision généraliste du métier, c'est ça ? Je me trompe pas ? Non, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est important aujourd'hui, et effectivement, un conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer, en tout cas au début de sa carrière, d'être un peu touche-à-tout dans l'entreprise et de ne pas hésiter à s'emparer de sujets transverses qui vont au-delà du poste que l'entreprise nous a confié. Parce que, alors après, ça dépend de l'objectif qu'on a, mais effectivement, pour occuper un poste de DRH, il faut avoir, je dirais, une bonne vision, que ce soit juridique, relations sociales, relations humaines, formation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est expert en tout, c'est pour ça qu'on s'entoure d'une équipe, mais en tout cas, de savoir de quoi on parle, de s'être engagé sur différents sujets au travers de ces différents parcours au sein des différentes entreprises sur lesquelles on peut avoir la chance de travailler. Ok, super, merci pour cette entrée en matière et ce conseil aux plus jeunes qui veulent se lancer dans la fonction. Alors, on vit une époque tellement spéciale, une époque extraordinaire, dans le sens étymologique, on va dire, qui sort de l'ordinaire. Et ce que je souhaiterais qu'on aborde comme sujet au détour du moment qu'on va passer ensemble et comme fil conducteur de notre discussion, c'est de faire un retour en arrière sur les 12-13 mois qui viennent de s'écouler. On est en avril 2021 aujourd'hui. J'aimerais qu'on fasse une photo de tout cet environnement RH, de tout ce qui a changé au niveau RH, de ce qui va changer, et surtout avoir ta vision et ton vécu terrain, parce que c'est vraiment comme ça que je souhaite ce podcast à destination des auditrices et des auditeurs. Alors, je te propose, allez, on se remet là, tu es dans ton canapé chez toi le 17 mars 2020, tu es devant la télé, le président nous annonce à toutes les Françaises et Français ce fameux premier confinement. Déjà, comment toi tu as vécu professionnellement cette mise en place de ce confinement ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement après cette annonce, très rapidement, le soir même ou peut-être le lendemain ? Alors, je me souviens très bien de ce moment, puisque c'est toujours comme ça quand on apprend des nouvelles, un peu coup de massue. Je pense qu'on sera nombreux à se rappeler, c'est un peu comme une tour jumelle, etc. Exactement. On était où, quand, avec qui, etc. quoi. Donc je m'en souviens parfaitement. Le soir à la télé, on allume son poste, et puis voilà, on nous annonce que dans quelques jours, toute la France sera confinée. En confinement déjà, on ne sait pas trop ce que c'est au début. Et puis après, on reprend vite ses esprits et on se dit « Oh là là,
On a un réseau, comme tu l'as dit tout à l'heure, de plus de 100 points de vente. Il va falloir qu'on ferme tout. Et ce qui est compliqué aussi quand on est dans la restauration, c'est qu'on sait ouvrir des boutiques, on sait les opérer, on sait servir des clients, mais on ne sait pas fermer. On ne sait pas fermer des boutiques. C'est pas naturel. C'est pas naturel. À la base, vous êtes là pour ouvrir, servir des clients. Les fermer, non. Exactement. Et puis pas d'anticipation au début, c'est-à-dire que on a commandé les marchandises, qui sont des marchandises périssables chez nous, puisque tout est frais. Et donc voilà, on se dit, comment on va faire pour le faire ? Et puis finalement, il y a la nuit qui passe dessus, il y a le premier codir de crise le lendemain, et finalement on se dit, si, il faut qu'on ferme, mais on va tout faire. On a maintenant une quinzaine de jours pour écrire le plan et la stratégie pour rouvrir. Donc dès le lendemain, codir avec tous les patrons de département, le CEO, et donc, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Et toi, tu incarnes la partie RH, donc OK. Donc là, la décision, c'est on ferme tout, et toi, tu vas mettre en musique cette fermeture sur la partie RH pour les X milliers de collaboratrices et collaborateurs que vous avez à gérer. Tout à fait, pour presque 2000 collaborateurs. Et c'est vrai que là, on se retrouve un peu au centre des discussions, ce qui est parfois rare, pas rare, j'exagère, mais en tout cas, dans un codir et dans une entreprise qui est très opérationnelle comme la nôtre, c'est souvent les opérations qui sont au cœur du sujet. Alors là, bien évidemment, il fallait fermer, il fallait s'occuper de la marchandise, donc les opérations étaient bien évidemment au cœur. Mais derrière, il y a 2000 personnes. Jean-Baptiste, qu'est-ce qui va se passer sur ces 2000 personnes ? Activité partielle, j'ai entendu M. Macron hier dire on va pouvoir mettre tout le monde en chômage partiel. Oui, mais on ne l'a jamais fait, c'est pas si simple, il faut qu'on se renseigne. Et finalement, la seule chose que je savais, c'est qu'on ne savait rien. Parce qu'on ne l'avait jamais fait, on ne savait pas comment ça allait se passer. Et puis après, oui, il faut se poser avec son équipe. Donc il y a eu beaucoup de points aussi avec mon équipe à ce moment-là, pour que tout le monde se renseigne, glane des informations, parce qu'on sait que tout n'a pas toujours été très clair dans le discours public. Donc il a fallu, nous, entreprises privées, qu'on s'adapte et qu'on réagisse au jour le jour. Heureusement, dans notre activité, on sait réagir au jour le jour, puisqu'on a une activité qui est fluctuante, qui est quotidienne, en tout cas d'un point de vue opérationnel. Et du coup, on a su s'adapter aussi, écrire les protocoles d'hygiène, parce que c'était surtout ça aussi. Alors, on est dans la restauration, tu vas me dire, mais l'hygiène, vous connaissez ? Oui, sauf que là, c'est des protocoles renforcés. Il n'y avait pas de masque, mais il fallait qu'on ouvre avec des masques. Il fallait du gel, mais il n'y avait pas de gel. Voilà, tous ces sujets-là, au-delà de la partie purement gestion humaine, en tant que DRH, on a été vraiment au centre et au cœur des sujets, et parfois sur des sujets où on n'a pas l'habitude, et parfois même à se demander si, pendant cette période, j'étais toujours DRH, ou si je me suis transformé un jour en patron des services généraux, le lendemain en directeur juridique social, puis le surlendemain en patron de l'hygiène. En patron de l'hygiène. Alors oui et non, parce que sur l'hygiène, on a quand même une équipe solide, mais en tout cas en responsable de la maintenance. En médecin peut-être un peu, parce qu'il y avait toutes les... psychologue. Ouais. Voilà, donc on est passé, en tant que DRH, on est passé un peu sous toutes ces phases. Mais le point important dans tout ça, c'est qu'on était au cœur de l'activité. On a été une fonction très utile, je pense, pendant cette période-là. Et voilà, je pense que pour ça aurait été un aspect positif de cette crise. Alors, si je tourne les choses, je pivote un peu, est-ce qu'on peut dire que cette crise a servi le métier de DRH ? Je pense que oui, parce que souvent, quand on travaille en RH, ça peut être un peu frustrant. C'est-à-dire qu'on est un service support, c'est pas nous qui produisons directement, et on fait beaucoup de choses en back-office, en off, comme on dit, pour préparer les choses, même avec les opérations, avec plein de services, donner des conseils, il faudrait que tu traites ce sujet comme ça, etc. Mais c'est jamais nous qui le faisons, presque jamais, nous qui le faisons directement. Et souvent, on peut avoir l'impression d'une vue externe, mais que fait mon service RH, que fait le recrutement, mais que fait le DRH sur la formation, que fait, etc. Et cette période-là, certes, il y a eu beaucoup de travail de back-office, contrairement aux opérations qui ont été en boutique, etc. Mais en tout cas, qui ont permis à l'activité de redémarrer. Et je pense que ça a redonné de la visibilité, du poids à la fonction RH. D'accord, donc ça a permis de remettre les RH et la fonction RH sur le devant de la scène. Ça veut donc dire que si on la remet, elle n'y était
plus vraiment sur le devant de la scène, cette fonction RH. C'était avant ça, comment on voyait la fonction RH avant cette crise et comment on la voit aujourd'hui, entre guillemets, hein, grâce à cette crise? Alors, je pense que ce que je veux dire, c'est un peu valable dans toutes les entreprises. C'est un peu ce que je redisais auparavant. Il ne faut pas exagérer. La fonction RH a toujours été considérée pour gérer l'humain. Mais parfois, dans certaines réflexions, etc., peut y avoir un peu d'injustice ou d'incompréhension quand on nous dit mais que faites-vous? Et effectivement, je pense que ça a fait vraiment repasser la fonction sur le devant de la scène. Et je pense que depuis quelques années, effectivement, la fonction de DRH avait été un peu mis de côté. Donc tu parlais tout à l'heure, ce fameux CODIR, le premier, et puis ensuite on va devoir fermer les boutiques. Donc vous avez tout fermé et vous avez réouvert. Cette fermeture, donc derrière c'est du chômage partiel. Comment ça s'est passé ça a été facile, difficile? Quels ont été les grands moments à ce niveau-là? Alors je pense que si je disais que ça avait été facile, je serais un menteur, donc je ne vais pas mentir. Ça a été très compliqué. Les outils aussi qui ont été mis en place par le gouvernement n'étaient pas forcément dimensionnés pour de l'activité partielle à ce niveau-là, au sein d'une seule entreprise, mais en plus au sein de dizaines, de centaines d'entreprises. L'outil n'était pas dimensionné pour, donc déjà, il a fallu que l'outil fonctionne. Ensuite, il a fallu qu'on le comprenne. Il a fallu qu'on comprenne comment automatiser les exports, les imports d'informations pour ne pas se tromper non plus. Donc il y a eu ça. Mais ça, je dirais, c'est le côté technique. Mais il y avait aussi l'aspect humain d'expliquer aux collaborateurs de l'entreprise, vous inquiétez pas, on va mettre en place les choses, on va vous tenir informés. Donc la communication auprès des équipes qui étaient inquiètes en se disant ok, mais est-ce que je vais toucher mon salaire, pas mon salaire? Exactement. Okay. Donc beaucoup de communication, parce que si pour nous, parfois, certains discours gouvernementaux n'étaient pas compréhensibles, il faut aussi se mettre à la place de certains collaborateurs qui, pour eux aussi, c'était complètement difficilement compréhensible. Il faut bien l'avouer que quand même, ça l'était souvent. Et du coup, effectivement, l'importance de faire beaucoup de communication, de rassurer, en plus de gérer toute la partie technique. Et vraiment, pour tout le monde dans l'entreprise, ça a été une nouveauté, cette activité partielle, mais aussi d'un point de vue, je dirais, santé financière de l'entreprise. Il y avait aussi un peu de pression de notre côté, sur nous, puisque il fallait que les salaires, en tout cas, soient pris en charge, puisque d'un côté, il n'y a plus d'activité, et de l'autre, on continue à rémunérer les collaborateurs. Donc, il faut trouver, je dirais, le juste timing, bonne communication pour à la fois, je dirais, rassurer les collaborateurs sur le terrain, mais aussi rassurer sa propre direction, qui derrière attend aussi des avancées en termes de mise en place de l'activité partielle, de récupérer les fonds de la part de l'État, etc., etc. Ce qu'il y a je trouve, d'assez parlant dans cet exemple, qui est quand même l'exemple, on va dire, ultime, suprême dans tout ce qu'on a pu vivre, c'est qu'en effet, on voit bien le rôle là du DRH, qui est ce rôle central entre, en effet, une direction générale qui, en CODIR, se retourne vers le DRH en disant « Bon, on va fermer, comment tu vas faire ?» Des collaboratrices, collaborateurs qui se posent des questions sur « Ok, mais moi, quid de mon salaire, comment je vais boucler ma fin de mois ? J'ai un loyer à payer, j'ai des études à payer, etc. » Des équipes opérationnelles qui, à un moment donné, se disent « Ok, mais comment on fait en termes de people, Jean-Baptiste ?» Voilà, donc on voit vraiment à travers cet exemple ce rôle central et on voit bien en effet ce quotidien de ce que tu as vécu et pris très concrètement avec des annonces gouvernementales à mettre en musique. Alors je pense qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires, ordonnées, c'est beaucoup plus simple, mais j'imagine bien qu'à ce moment-là, ça a été beaucoup plus compliqué. Justement, si on fait un petit flashback, là, ça a été quoi les moments les plus difficiles dans ces 13 mois là, qui viennent de s'écouler? Il y a eu la mise en place de ce confinement, cette fermeture, mais après, ça a été quoi les, 2, 3 autres moments un peu compliqués à gérer? Alors, un moment compliqué à gérer a été aussi la réouverture
Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a pris la décision de fermer. On a fermé 15 jours, notamment pour écrire les protocoles d'hygiène et s'organiser, vérifier qu'on avait les fournisseurs qui étaient toujours là, qui étaient capables de nous livrer. Et puis, on a rouvert. Et là, en rouvrant, pour ouvrir, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et ça ne se fait pas sans personne. Et là, on a aussi eu beaucoup de communication à faire parce que entre ceux qui légitimement avaient peur de revenir. Bien sûr. En plus, à l'époque, maintenant, on a un peu plus de recul sur le virus, etc. Mais à l'époque, personne ne savait les tenants, les aboutissants, si c'était grave, si c'était très grave ou si c'était pas grave. Donc, il a fallu aussi rassurer les collaborateurs, de réexpliquer comment allait fonctionner l'articulation. Moi, je suis un salarié à temps plein et on me demande de reprendre à temps partiel. Ok, mais est-ce que je vais avoir une diminution de salaire ? Donc, il faudra expliquer le schéma de l'activité partielle. J'imagine qu'il y avait une problématique, tu le disais un peu tout à l'heure, mais de masques, de gel. Quelles conditions vous offriez à vos collaboratrices, collaborateurs pour garantir un environnement le plus sécure possible ? Exactement. On sait que sur l'employeur pèse une obligation de sécurité et que c'était hors de question de faire prendre le moindre risque à nos collaborateurs. Après, il fallait quand même qu'on relance l'activité. Donc, à un moment donné aussi, on a fait, avec le nombre de masques qu'on avait, on a été aussi freiné dans la réouverture parce que pour ne pas mettre en danger les collaborateurs, on a fait reprendre ce qu'on pouvait faire reprendre avec le matériel d'hygiène qu'on avait, masques, gel, etc. Réadapter les plannings aussi. Ça a été compliqué pour les managers. Donc, communication, organisation, ça a été compliqué. Rassurer aussi, alors là, c'est moins la partie RH, mais c'est quand même, je parle des sujets globaux dans l'entreprise. Rassurer les fournisseurs. Comment va Sushi Shop ? Est-ce qu'on va reprendre ? Oui, on va continuer à travailler. On est en train de rouvrir, ne vous inquiétez pas, etc. Ça, c'est pour la partie shop. Pour la partie corner, en GMS, on n'est pas tout seul comme dans un restaurant. Donc, il faut aussi, on a dû s'adapter aux règles d'hygiène des patrons de GMS, des partenaires avec qui on travaille, Monoprix, Auchan, etc. Et d'autres. Travailler avec eux, les rassurer aussi. Ah bon, monsieur Sushi Shop, quels sont les protocoles que vous avez mis en place ? Parce que vous n'êtes pas tout seul. On va avoir nos clients. C'est pas possible que vos collaborateurs n'aient pas de masque alors que nous, on en a. Il faut rassurer les clients. Donc, beaucoup de communication, des sujets autour de cette réouverture, beaucoup de sujets opérationnels. Et puis, rassurer encore une fois, tout à l'heure, tu parlais du rôle pivot du DRH. Rassurer aussi la direction sur est-ce que je peux rouvrir en toute sécurité ? Est-ce que je risque rien ? Légalement, c'est ça, hein ? Est-ce que je risque rien légalement ? Légalement. Ouais. Okay. Est-ce que je suis sécurisé ? Les protocoles d'hygiène, est-ce qu'ils sont au bon niveau ? Si j'ai un contrôle demain de l'inspection du travail, est-ce que je risque pas la fermeture administrative ? Les IRP qui ont besoin aussi, les partenaires sociaux, d'être rassurés dans cette période-là. Que ce soit d'un point de vue santé financier de l'entreprise, la gestion de l'humain, qu'est-ce que ça va devenir, etc. etc. Plus je t'écoute, plus je me dis que, en fait, le métier de DRH, c'est un métier de communicant, c'est de la communication, c'est énormément de communication dans un environnement très normé, hein, mais tu es d'accord avec ça ? Je suis entièrement d'accord, je pense que c'est une grande partie du métier. Après, il faut que le discours et la communication collent avec la réalité de ce qui se passe. Sinon, ça serait que purement, on va dire, fictif. Quand tu dis coller avec la réalité, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand on tient un discours, quand on dit qu'on va faire quelque chose sur lequel on s'engage, il faut le tenir. C'est-à-dire qu'il faut que le discours se retranscrive en réalité. C'est pas juste du marketing. C'est pas que du marketing. C'est de la communication. C'est de la communication. Avec la profondeur de la communication sur la forme et le fond du message. C'est exactement. Ça ? D'accord. Justement, quelles ont été, par exemple, je sais pas, les 1-2 réussites que tu as eues, que vous avez eues avec ton équipe ? Parce que je sais que quand on parle ensemble de ressources humaines, tu mets un point d'honneur à toujours mettre en avant aussi ton équipe. Ça a été quoi vos 2 réussites pendant cette période si spéciale qui vient de s'écouler ? Alors, je pense que la première réussite, qui est je pense une réussite collective de mon équipe, ça a été de maintenir un lien très serré avec les opérations. Je pense que c'est très important dans une DRH d'avoir des bonnes relations avec les opérationnels et notamment encore plus dans ces périodes où c'est compliqué,
où les collaborateurs ont besoin d'être assurés, d'être assurés. Et donc voilà, vraiment, moi ce que j'avais demandé à mon équipe, c'est d'être au plus proche possible, de prendre son téléphone. Heureusement, on a des outils digitaux aussi maintenant qui nous permettent de discuter à distance, d'échanger en visio, etc. Donc c'est vraiment d'être le plus présent, en tout cas à distance, parce que c'était pas possible d'être sur le terrain, pour éviter de faire prendre des risques à tout le monde. En tout cas, voilà, de vraiment, ça pour moi, ça a été une réussite de mon équipe, c'est d'être vraiment proche des opérations et de ne pas les avoir laissées, parce qu'on aurait pu se dire on a une charge administrative incroyable avec l'activité partielle, on n'a plus le temps, je suis désolé, de traiter ces sujets-là pour t'aider. Quand les shops ont réouvert, les restaurants, pardon, tous les sujets opérationnels sont revenus. Le recrutement, j'ai un problème de comportement avec un collaborateur, etc. Donc il ne fallait pas lâcher non plus cette partie-là. Donc ça, je pense que ça a été une des réussites. Et l'autre réussite aussi, et là, je veux dire, c'est surtout l'équipe formation. On a réussi à tirer parti de tout ce que le gouvernement a proposé en termes de formation pendant l'activité partielle, parce que une partie du temps, les salariés étaient inoccupés et qu'il fallait quand même on va dire, alors pas les occuper pour les occuper, mais justement commencer à capitaliser sur l'avenir. Mettre à profit. Exactement, cette période-là d'inactivité opérationnelle pour se former sur des sujets qui ont été de la bureautique à l'anglais, voilà, sur des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de faire habituellement et qui ont permis aux collaborateurs de continuer à progresser et de capitaliser aussi sur l'avenir. D'accord, donc un côté, je voyais, moi, 4 lettres dans la première chose que tu évoquais, c'était les HRBP, je ne me trompe pas. Ouais. Vraiment, ces relais que sont tes HRBP auprès des opérationnels, c'est petits DRH, comme j'aime à les appeler, vraiment ce rôle de proximité, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et l'autre côté, la partie formation, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites au niveau gouvernemental sur le sujet, et vous avez su mettre à profit ce moment-là. Est-ce qu'on peut aller sur le côté faire d'une contrainte une opportunité en la matière, utiliser ce moment un peu perdu au départ pour former et arriver à faire monter en compétence les collaboratrices et collaborateurs? Exactement. Alors moi, je suis quelqu'un de très généralement positif. Tu sais, il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et le verre et les autres le verre à moitié plein. Je pense que la crise a été dure pour tout le monde, mais je pense qu'il y a eu plein de belles choses, notamment ça. C'était une vraie aventure humaine. Et je pense que c'est important quand même de tirer du positif d'une situation de contrainte et une situation compliquée. Et on parlait du rôle de la DRH. Je pense que c'est aussi le rôle de la DRH dans ces moments compliqués, de rendre les choses un peu positives, en tout cas par des actions qui sont menées pour effectivement, comme tu l'as dit, créer des opportunités sur des contraintes fortes. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a une chose que tu ferais peut-être différemment ou que tu aborderais d'une manière un peu différente? Oui, je pense. On parlait de communication. Je pense que, alors, on est dans une entreprise très opérationnelle où on est très tourné vers les restaurants, etc. Comme on avait fermé pendant 15 jours nos restaurants, forcément, les collaborateurs du siège aussi ont été mis en activité partielle. Et c'est vrai que nous, à un moment donné, dans notre priorité, ça a été vraiment de rouvrir le réseau. Donc, on a mis le paquet en termes d'actions, etc., pour les restaurants. Et je pense que si c'était à refaire, on aurait aussi peut-être davantage communiqué avec ces collaborateurs du siège qui ont aussi, du jour au lendemain, se retrouvés en activité partielle. Et la période n'a pas dû être évidente. Alors, on s'est rattrapé après, en refaisant aussi des communications au moment de la réouverture des restaurants. Mais je pense qu'on aurait pu, au début, et j'en prends ma part, davantage communiquer avec nos collaborateurs du siège social. D'accord, c'est toujours ce fameux sujet des structures dans lesquelles il y a notamment en retail, des points de vente qui font le business, du back-office, et c'est vrai qu'il y a une concentration d'énergie sur ces fameux points de vente, y compris en période de crise, et on a un peu tendance à oublier les personnes du back-office, du siège, parce que oui, mais elles peuvent passer un peu après. Et ça, c'est un point en effet très intéressant que je note dans ce que tu dis sur ne pas laisser sur le bas-côté une population en estimant que... Non, ok, et notamment les personnes du siège. Ok, merci, je trouve un très bon point que tu soulèves là.
Un point que je voulais aborder, tu l'as à peine évoqué tout à l'heure avec les IRP, les négos, etc. Moi, j'ai la chance de faire partie de la NDRH qui nous a remonté. L'autre jour, on a eu une intervention très intéressante. Et la NDRH nous a remonté des éléments sur la négociation sociale qui avait eu lieu pendant cette crise. Et paradoxalement, moi, je me dis que cette crise, là aussi, a apporté du positif. Des négos qui se font en distanciel, qui se font via Zoom, via Teams. Déjà, on n'imaginait pas que c'était possible. En signature électronique. En signature électronique, j'adore. Le truc, il y a 14-15 mois, si on avait été au même endroit à se dire, bon, imagine, on fait de la négo avec des organisations syndicales qui sont derrière un écran, qui vont signer électroniquement les documents. Et la NDRH remontait le fait qu'il y a beaucoup d'accords qui ont été signés, que ça a permis de créer un nouveau lien, que ça a cassé les réticences sur ce sujet-là. T'es d'accord, toi? Tu l'as vécu aussi, ce rapprochement, on va dire, dans ce contexte si particulier? Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, même à 200%. Je pense que je n'ai jamais eu autant de réunions avec mes partenaires sociaux que depuis ces 12-13 derniers mois. Donc vous êtes plus loin et en fait vous êtes rapprochés. Exactement, et on s'est rapprochés. Alors que ce soit des réunions de CSE, notamment pour tout ce qui est hygiène, réouverture, point sur l'activité partielle, et puis l'encours obligatoire qui revient chaque année. Oui, parce que dans tous les sujets que tu as évoqués tout à l'heure, tu as la partie instance représentative du personnel qui doit donner son avis, qui doit être consulté. Exactement. Et puis, avec les organisations syndicales, du coup, des négociations d'entreprise, et je n'ai jamais signé autant d'accords que depuis ces 12 derniers mois. Un accord de télétravail, un accord de temps de travail, un accord, alors on l'avait fait un peu avant, mais on a continué à le faire vivre, l'accord handicap, etc., etc. On a même discuté sur des points dont on n'a pas encore négocié concrètement, mais qui vont arriver dans les années à venir. On a signé 2 accords de NAO. Pendant cette période-là. Je le rappelle, hein, ouais. Juste voilà que... Et je pense que on a de la chance chez Sushi Shop d'avoir des partenaires sociaux, je dirais, qui sont constructifs, qui comprennent bien le business. Et je pense que c'est un autre point positif de cette crise, c'est que ça a rapproché les points de vue. Parce qu'effectivement, dans les relations sociales, quand ça crispe, c'est qu'il y a un point de vue d'un côté et un autre de l'autre, et qu'on n'arrive pas soit à s'entendre, soit à se comprendre. Et cette période-là, on était vraiment tous dans le même bateau. Ok, on va essayer juste pendant cette période-là de mettre de côté notre rôle à chacun, moi DRH et puis vous, représentants d'organisations syndicales. On va retirer nos casquettes métiers et puis on va se mettre autour de la table et on va discuter franchement sur ce que sont les résultats réellement, les différents scénarios qui peut y avoir, que ce soit un scénario financier ou autre. Et puis on va essayer de trouver des solutions communes, parce qu'il n'y a que en trouvant des solutions communes, notamment dans ces situations compliquées, qu'on arrive à avancer. Je ne dis pas que c'est la vérité vraie, mais en tous les cas, les éléments, moi, que j'ai donc de la NDRH plus ton témoignage, ça corrobore tout ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pensait pas en amont de cette crise, ce rapprochement à cause de cet éloignement physique. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. J'imagine bien que dans certains contextes, dans certaines structures, la négo a dû être très compliquée. Je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est en train de remonter du terrain. Et c'est super intéressant d'avoir vraiment ta parole là-dessus et ces éléments-là. Justement, tu as évoqué un mot, tout le monde pense, et c'est le mot, je pense, à la mode. Alors, il y a un mot à la mode, c'est hybride. Ça, je le mets entre parenthèses, mais je trouve que tout le monde est dans l'hybridation aujourd'hui. Alors, un peu en lien avec l'hybridation, le mot, je pense, le plus prononcé depuis ces 12-13 mois, là, c'est le télétravail. Tu as parlé d'un accord sur le télétravail que vous aviez signé. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette mise en place du télétravail, mais vraiment là aussi de ton vécu terrain? Moi, la vision que j'en ai, c'est au début, c'était bien pour tout le monde. J'ai eu le sentiment qu'à un moment donné,
les gens qui reprenaient leur voiture et qui étaient un peu dans les bouchons sur le périph', ils étaient heureux à ce moment-là. Je croisais des gens qui avaient une banane comme ça et qui me disaient « je suis content, je retourne au bureau ». Si on leur avait dit ça il y a quelques temps, ils auraient dit « jamais ça va m'arriver ». Toi, qu'est-ce que tu as vécu sur ce télétravail, ce full télétravail, un peu de reprise? Je crois que vous y êtes encore aujourd'hui beaucoup en télétravail. C'est quoi ton retour là-dessus? Alors, là où on a peut-être eu de la chance chez Sushi Shop, c'est qu'on avait commencé à étudier la question du télétravail un peu avant, parce qu'on a déménagé entre les deux confinements de l'année dernière. De bureau, vous avez changé de bureau. On avait un siège qui était près de Gare de l'Est, maintenant on est à La Défense. Donc on avait commencé aussi à réfléchir un peu comme une mesure d'accompagnement pour les collaborateurs, à mettre en place le télétravail. Donc après, l'accord a été signé pendant cette période de l'année dernière de crise sanitaire. Mais on avait déjà commencé à réfléchir. Mais même en y réfléchissant, eh bien, c'est quand même pas naturel, en tout cas, on va dire en France, d'avoir une organisation du travail organisée autour du télétravail. Est-ce que mes collaborateurs vont travailler autant ? En confidentialité, comment ça va fonctionner? Est-ce que le réseau va fonctionner? Comment je peux avoir confiance en eux? Est-ce qu'au contraire, j'ai déjà dans mon équipe des travaillomanes, est-ce que ça va pas être encore un débordement encore plus important? Et en plus, je vais pas pouvoir forcément le voir et le contrôler. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, il y a des services où on a pensé que c'était pas possible de mettre en place le télétravail. Alors ça, c'est un point, je me rappelle, on avait échangé sur ce sujet-là. Il y a des fonctions que vous avez muté, on va dire, en télétravail, alors qu'avant cette crise, dans votre tête, c'était non mais eux, c'est impossible de les mettre en télétravail parce que métier spécifique, confidentialité ou je ne sais quoi. Tu peux nous en parler aussi de ça? Oui, par exemple, un service paye. Par exemple. Il faut gérer les bulletins de paye à distance. Il faut quand même avoir accès à un logiciel de façon sécurisée. Est-ce que nos infrastructures informatiques sont prêtes? Est-ce que je peux demander à un collaborateur de gérer les payes des collaborateurs qui sont des données ultra sensibles à distance chez eux? On imprimait encore les bulletins de paye qu'on mettait sous enveloppe. Donc, c'est pas possible à distance. Et pourtant, la crise nous a démontré le contraire. C'est-à-dire que, contraints et forcés, tous les services ont été mis en activité partielle à 100%. Et ça a très bien fonctionné. Et vous êtes passé en dématérialisation des bulletins de paye? Des bulletins de paye, exactement. Est-ce que vous seriez passé en dématérialisation s'il n'y avait pas eu cette crise, ou est-ce que vous y seriez passé si rapidement? Pas aussi rapidement. Et c'est un autre effet positif de la crise, c'est que ça a boosté la digitalisation RH de l'entreprise, notamment digitalisation du bulletin de paye, tout ce qui est gestion de congés, tout ce qui est gestion des j'envoie mon arrêt maladie, je signe mon contrat de travail, etc. Il y avait énormément de papier. Donc je pense que déjà c'est mieux pour la planète maintenant. Mais effectivement, je pense qu'on ne serait pas allé aussi vite sur tous ces sujets-là, parce qu'on en a mené beaucoup de fronts l'année dernière en termes de digitalisation. Voilà, ça vraiment, on a mis à profit aussi cette période-là, où peut-être sur certains aspects, on avait un peu plus de temps que d'habitude. Et du coup, je pense qu'on y serait allé, mais pas aussi vite. Je pense qu'on a bien gagné 2-3 ans en termes de digitalisation. J'adore. RH. C'est quand même juste super intéressant de se dire que voilà quelque chose de très concret, cette digitalisation, ce passage de certaines fonctions vers du télétravail, avec le confort que ça amène pour les collaboratrices, les collaborateurs. C'est bon pour la planète. La planète nous a renvoyé un petit message là avec ce fameux Covid-19. On essaie de lui renvoyer un autre message en disant ok, on arrête nous le papier de notre côté. Tu l'as dit, je l'ai entendu. On a eu un peu plus de temps, tout s'est arrêté. Tiens, on met ce temps à profit. Tu as parlé de formation tout à l'heure pour reformer ou former les équipes. On prend ce temps aussi pour réfléchir à comment on peut digitaliser. Donc, on est vraiment dans ce que je disais tout à l'heure, passer de cette contrainte à cette opportunité. Et donc, aujourd'hui, vous avez des équipes paye qui travaillent à distance et vous pouvez gérer les contrats, les arrivées, tout ce qui est lié à la mutuelle, etc., avec un portail, et tout se fait. Vous n'avez plus de bulletin de paye qui arrive. C'est terminé. Voilà, ça arrive tout sur le portail. Et ça, c'est entre guillemets, encore une fois, on ne va pas me taxer de dire que le Covid, c'est bien, mais en tout cas, grâce au Covid, vous avez accéléré là-dessus. Et ça, c'est évident. Après,
je pense qu'on a de la chance d'avoir aussi d'être sur une activité qui est très vite repartie et qui aujourd'hui aussi un volume d'activité qui est extrêmement important. Donc on a aussi eu de la chance de pouvoir repartir très vite et d'avoir la possibilité aussi, la capacité financière à le faire. Voilà. Et justement, comme ça, là, pour donner un exemple, mais vous faites quoi en matière de télétravail aujourd'hui ? C'est quoi ce qu'il y a dans l'accord ? Qu'est-ce que vous proposez en matière de télétravail ? Alors au tout début, ce qu'on avait pensé, c'est d'offrir une journée de télétravail à nos collaborateurs. Et puis, avec la crise qu'il y a eu, la réflexion autour du télétravail, on a vu que ça fonctionnait. Alors là, bien évidemment, on est quasiment 5 jours sur 5. Je pense que ce n'est pas l'idéal. Parce que, je répète, que pour celles et ceux qui écouteront ce podcast un peu plus tard, là, on est dans la période encore où il y a des obligations, renforcées d'ailleurs depuis quelques semaines, là, sur le fait de mettre les collaborateurs en télétravail. Donc là, vous êtes 5 jours sur 5 en télétravail, ok. Et du coup, on a changé un peu notre fusil d'épaule, c'est-à-dire que on a certains services où vraiment le télétravail est naturel parce que leur activité le permet, où ça va être donc 2 jours par semaine à la sortie de la crise. Hein. Donc vous étiez sur 1 au départ, vous êtes passé à 2 ? On est passé à 2 et maintenant sur certains services qu'on ne pensait pas pouvoir mettre en télétravail, mais la crise nous a montré que oui. Mais c'est pas possible de dire c'est 2 jours-là par semaine parce qu'il y a une activité opérationnelle aussi derrière. C'est d'avoir un pack mensuel de jours télétravail possibles et en discutant, le collaborateur et sa hiérarchie qui discutent peuvent décider dans la semaine, dans le mois, quels jours vont être télétravaillés. D'accord. Voilà. Donc une formule un peu plus souple que tu seras, c'est 2 jours par semaine, il faut que tu donnes tes jours fixes. Ça veut dire que c'est au choix et un collaborateur peut se retrouver sur une semaine avec 3 ou 4 jours en télétravail parce que c'est son choix. Et... Ok. Il a le droit à 8 jours par mois et il les met où il veut. Génial. Donc vous avez réussi à adapter ce système. Et c'est quoi le ressenti, les remontées des collaborateurs ? Alors c'est positif parce que y avait aussi une demande des collaborateurs avant la crise. Peut-être que quand la crise sera derrière nous et que tout le monde aura le plaisir de revenir sur le lieu de travail, peut-être que dans un premier temps, ça sera compliqué pour les collaborateurs de se retrouver encore en télétravail de façon ponctuelle. Après, je pense que c'est quand même le meilleur moyen, et c'est de plus en plus important aujourd'hui, de pouvoir allier vie professionnelle et vie personnelle. Je pense que c'est un excellent moyen de ne pas passer toutes ces journées dans les transports. On est plus efficace parfois chez soi. Et donc aujourd'hui, les collaborateurs sont contents. Après, là, 5 jours sur 5, je pense que ça commence à être compliqué pour tout le monde et qu'il faut effectivement... alors le gouvernement nous a autorisé à faire 4 jours sur 5 et je pense qu'aujourd'hui, les collaborateurs aspirent quand même à se retrouver. Donc, j'en reviens à ce fameux terme très à la mode, mais d'hybridation. D'hybridation, voilà, exactement. Là, il faut hybrider entre le télétravail et le présentiel. Ok, génial. Écoute, Jean-Baptiste, un grand merci déjà parce que tu as vraiment partagé ton quotidien. Tu nous as donné des conseils. Je pense que les personnes qui vont écouter ce podcast, ils trouveront des éléments en résonance avec leur quotidien ou des réponses à des questions qui peuvent se poser. On pourrait évidemment continuer encore des heures tellement les sujets RH sont passionnants. Mais je te remercie aussi d'inaugurer cette première. Et puis, évidemment, on se reverra et je te réinterrogerai sur ton vécu au niveau RH. Alors, je souhaite toujours terminer ces échanges avec 2 questions. La première, c'est, on a un peu évoqué en introduction, mais tu repenses au jeune Jean-Baptiste, et encore jeune, mais au très jeune Jean-Baptiste. Quel conseil tu lui donnerais là, au très jeune Jean-Baptiste qui commence sa carrière dans les ressources humaines ? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de commencer modestement. Quand on sort d'études, on a fait 5 ans, on se pense capable d'occuper un poste, le poste qu'on veut, peut-être même de se voir DRH tout de suite. Voilà, je peux le faire. J'ai mon bagage universitaire bien en tête. Voilà, je suis jeune, je peux y aller. Je pense qu'il faut, si je peux donner un conseil,
il faut être terre à terre, il faut garder les pieds sur terre et être un peu... et se donner les moyens après de réussir. Et c'est ce que je disais, une fois qu'on est dans l'entreprise, quel que soit le poste dans la fonction RH, et si on aspire à plus, c'est de prendre les sujets qui nous viennent à bras-le-corps, être proactif, essayer de pouvoir prendre tous les sujets transverses qui nous arrivent dessus, pour connaître bien l'entreprise, pour connaître le monde de l'entreprise, être de plus en plus à l'aise et connaître les rouages et le mode de fonctionnement d'une entreprise, et ensuite de pouvoir commencer à imaginer, de pouvoir évoluer, etc. Voilà. Donc être curieux de tout. La fonction RH, tu l'as très bien dépeinte, c'est une fonction généraliste. Prendre les choses comme elles viennent, travailler les sujets, prendre le temps, rester humble, si je résume, c'est ça ? Exactement. Allez, dernière question. Quel serait le livre que tu recommanderais à nos auditrices et à nos auditeurs ? Un livre qui t'a marqué, un livre qui peut servir la fonction RH ou pas ? À toi de voir. Alors, pour être tout à fait honnête, je vais vous donner un livre, mais que je suis en train de lire, que je n'ai pas encore fini, mais qui est vraiment extrêmement intéressant. C'est un livre de Stéphane Covey, qui est sorti d'Harvard. C'est un Américain. Alors maintenant, il est décédé. Mais il a écrit un livre qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Et c'est un livre extrêmement intéressant sur j'ai un but, j'ai envie d'avoir une réussite publique. En tout cas, quand je dis public, c'est pas forcément demain être président de la République, mais c'est d'avoir quelque part une reconnaissance vis-à-vis de l'extérieur. Eh bien, ce qu'il explique dans son livre, c'est que c'est bien, mais qu'il faut commencer d'abord par avoir des réussites intérieures et personnelles sur son caractère, sur sa façon de faire, sur sa façon d'écouter les autres, etc., avant d'avoir des réussites, ce qu'il appelle des réussites publiques. Voilà. Et c'est vraiment un excellent livre pour travailler sur soi et sur les freins qu'il peut avoir. Il y a plein d'exemples tout au long de son livre sur des situations managériales, certaines qui sont assez drôles d'ailleurs, parce qu'on peut se retrouver. Et c'est vraiment un très bon livre que je conseille. Génial, super. Et j'ai le sentiment que ça fait un peu écho avec la première question. Exactement. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Super. Écoute, Jean-Baptiste, merci beaucoup. Merci à toi, Flaubert. Écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, avec plaisir. Merci.